Chapitre 4. Petit déjeuner à l'espagnol, les vertus antidépressives des chucherías, striptease devant la cathédrale, comment je devins chien d'aveugle. Le lendemain, je fus réveillé par deux petites mains qui avaient saisi mes oreilles. J'ouvrais les yeux et tombai nez à nez avec une petite fille qui avait son visage collé au mien. Elle me regardait droit dans les yeux. Ses deux mains me faisaient des couettes. C'était Alicia. Je voyais qu'elle tenait de Cristobal sa bonne humeur, car comme lui, elle semblait rire un peu de tout. Ma présence en elle-même semblait du plus haut comique à la petite fille. Je remarquai qu'Edwin et le docteur étaient déjà levés. Alexandre ronflait, serrant un vieux lapin en peluche. Je compris assez rapidement qu'Alicia était en pleine monomanie de Superman, car elle entreprit de me porter en courant à toute vitesse dans les couloirs, en hurlant « Superman à l'attaque !» Ce que je trouvais fort inquiétant et très inconfortable, mais je voyais bien que ses intentions étaient bonnes. Cette petite était persuadée que j'étais quelque héros au pouvoir surpuissant. J'étais à la fois flatté et un peu navré que la réalité ne soit pas à la hauteur des espoirs de cette minuscule personne, aussi énergétique que déterminée. Finalement, elle me posa, quand Anna sortit de la cuisine avec une assiette pleine de beignets couverts de sucre qui s'appelait Pestinhos. Je vis que tout le monde était dans le salon, qui sentait le café au lait. Cristobal servait le café, et cela ouvrit une longue discussion quand Edwin mit sa main sur la tasse. Je savais qu'Edwin ne buvait que du Benko, mais le Benko existait-il en Espagne ? Edwin ne maîtrisait pas assez la langue pour expliquer le problème, et le docteur essaya de l'aider. L'affaire se régla vite quand Alicia posa sur la table d'un geste ferme une boîte de chocolat en poudre. « Ça !» cria Edwin plein d'espoir. Cristobal avait compris. Edwin se servit 3 cuillerées à ras-bord qu'il noya dans du lait chaud. Ça sentait presque comme à la maison, mis à part le gras des beignets. Le docteur m'en passa sous la table, malgré les remontrances d'Edwin qui avait peur que je mange trop pendant ce voyage. S'il avait su la gamelle servie la veille par Anna, les deux hommes commencèrent à se beurrer des tartines. Mais dès que Cristobal disparut, ils se mirent à chuchoter d'un air conspirateur. « Le pain est dégueulasse » dit le docteur. « Oui » répondit Edwin, la bouche pleine, en train de se battre avec un bout caoutchouteux de tartine. Je constatai en effet que la qualité du pain n'avait rien à voir avec les somptueuses baguettes françaises qui ne manquaient pas de faire des miettes partout dès qu'on en prenait un bout. Ici, le pain était tellement élastique qu'aucune miette ne s'en détachait. Un vrai gâchis. Le docteur piocha dans l'assiette de Pestinhos déposée par Anna. Ce devait être bon car en moins d'1 minute, il en engouffra 5. Curieux, Edwin lui demanda si c'était bon, et le docteur lui répondit avec un « Wouhou !» En hochant la tête, il avait la bouche pleine et il lui était impossible d'articuler quoi que ce soit. Ce fut suffisant pour Edwin qui en testa un et trouva cela encore meilleur que les gaufres qu'il avait l'habitude de prendre au petit déjeuner. Pour preuve, il m'en donna un bout, absolument délicieux. Il convenait à présent de voir comment se procurer ces pestinhos afin d'en faire notre petit déjeuner officiel quand nous serons de retour à la maison. Le docteur suggéra de séquestrer Anna, mais je ne pense pas qu'elle était tout à fait sérieux. Alicia faisait des allers-retours entre la télévision dont le volume était mis à fond et qui diffusait un dessin animé de Superman et l'assiette de Pestinhos. Au bout d'un moment, fatiguée, je pense par ses va-et-vient, elle utilisa sa petite robe pour en faire un panier et y déversa le reste de Pestinhos qui restait dans l'assiette. Cette gamine avait un esprit pragmatique de premier ordre, notai-je en moi-même. Alexandre nous rejoignit, encore ensommeillé. Il prit un chocolat chaud et du pain. Le malheureux avait raté les beignets de peu. Ma maman m'avait toujours dit que l'avenir appartenait à ceux qui se lèvent tôt. Je constatais que les beignets aussi. Il fut question de l'agenda. Le docteur tenait à suivre un cours de flamenco pendant le séjour. C'était, appris-je, la danse la plus populaire de Séville. J'avais déjà vu les exploits de danseurs du docteur et je n'étais pas étonné. Edwin rappela au docteur que leur mission était de s'occuper d'Alexandre et qu'il devait tirer le meilleur parti des quelques jours sur place pour l'éduquer et lui remonter le moral. Il ajouta qu'il ne voulait pas risquer que le docteur se casse une jambe, ou pire, qu'il nous couvre de ridicule. Le docteur sortit un petit guide qu'il se mit à consulter.
les sourcils froncés. Il proposa de commencer par la cathédrale de Santa Maria della Sede. Devant le manque d'enthousiasme d'Alexandre, il cita les architectes qui l'avaient déclaré « Construisons un temple si grand que ceux qui le verront nous prendront pour des fous. » Découvrir l'œuvre des fous intéressa tout le monde, et nous partîmes d'un bon pas. Edwin ne retrouvait pas ses lunettes de soleil. Malgré son canotier, il lui fallait cette protection. Pour cela, Séville est un endroit très pratique, car à chaque coin de rue se trouvaient des gens qui avaient anticipé la perte d'accessoires par les touristes. Ils proposaient sur des couvertures étalées sur le sol toutes sortes d'objets. On y trouvait des câbles de chargeur, des poupées en robe de flamenco à volant, des sacs à main et bien entendu des lunettes. Edwin hésita, puis se décida pour une paire de lunettes noires et rondes qui lui donnaient un air assez élégant. Le vendeur, au large sourire, persuada Edwin de choisir 3 paires, pour un prix plus avantageux. Edwin lui dit qu'il n'avait qu'une seule paire d'yeux, mais le marchand insistait. Alors, Alexandre argumenta timidement que les lunettes imposées par sa maman lui donnaient des airs de bébé. Il avait jeté son dévolu sur une paire qui lui donnait des allures de rockstar. Oh yeah. Il restait une 3e paire à choisir. Le docteur prit des petites lunettes roses et me les mit sur la tête. Edwin régla et nous partîmes, heureux de notre nouveau look très espagnol. Comme il craignait que son genou le fasse souffrir, Edwin fit l'acquisition d'une jolie canne en simili-ivoire avec un pommeau en forme d'éléphant. Le docteur le taquina, lui disant qu'il n'avait aucun problème de genou et que c'était un prétexte pour s'offrir une jolie canne. Je voyais le sourire réjoui d'Edwin et j'avoue que je penchais du côté du docteur. Après tout, Edwin avait le droit de se faire plaisir. Nous fîmes encore un arrêt lorsque nous découvrîmes une petite cahute couverte de sucreries suspendue dans d'énormes sacs plastiques. Chucheria était inscrit sur une pancarte. Dans les sacs, des kilos de sucettes, pop-corn et bonbons colorés. Alexandre semblait hypnotisé. Edwin jugea que cela n'était probablement pas mauvais pour l'état dépressif du gamin, et il fit l'acquisition d'un énorme sachet de guimauve, à peu près aussi gros que moi. Le gosse s'en fourra 3 dans la bouche. Il eut l'air d'aller beaucoup mieux. Je m'étonnais qu'aucune étude ne documente les vertus antidépressives des sucreries. Mais passons. Malgré les récriminations d'Edwin, le docteur voulut sa part. Par contre, Edwin refusa net qu'on m'en donne, ce que je trouvais navrant, mais, avait-il dit, j'avais déjà eu des beignets et il ne fallait pas me bourrer trop de saloperies. Je constatais qu'il mettait un point d'honneur à préserver ma santé, contre mon gré, mais que celle d'Alexandre ne lui posait pas plus de problèmes que ça. Nous arrivâmes à la cathédrale. J'avoue que de l'extérieur, elle était magnifique. On aurait dit qu'elle était faite dans une matière à mi-chemin entre du gâteau et de la dentelle, avec des petits pics crénelés et des sculptures. Je me demandais comment les ouvriers avaient pu monter aussi haut pour sculpter aussi finement les détails sans tout casser. La queue pour entrer était très longue. Je comprenais qu'il fallait mériter sa place à l'intérieur. Je me tenais tranquille, j'avais l'estomac plein. J'aurais dû me méfier. Je ne sais plus quel philosophe avait dit cela, mais je me souviens assez clairement qu'Edwin m'avait parlé d'un gars qui avait dit que si tout allait bien, c'est que soit on sortait d'une crise, soit on allait y entrer. Malgré moi, cette pensée me fit frissonner et j'essayais de la chasser aussi loin que possible, m'absorbant dans la contemplation du décor baroque de ce monument à la beauté impériale. Des petites filles espagnoles faisaient la queue avec leur famille, mais contrairement à moi, elles ne se tenaient pas tranquilles. Elles se poussaient et gigotaient. Alexandre ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil vers elles. Elles étaient du même âge que lui et très jolies. Elles s'amusaient à tourner sur elles-mêmes, faisant faire à leur robe un rond parfait, et accessoirement montrant leurs culottes. Le docteur poussa Alexandre à engager la conversation avec elles, en leur proposant des guimauves, mais le petit ne voulait pas. Alors le docteur l'expédia hors de la queue d'une poussée violente. Alexandre percuta les filles. Le docteur fit semblant d'être confus et s'excusa auprès des parents avec un horrible accent français. Comprenant que nous étions étrangers, donc à leurs yeux probablement à moitié handicapés, le couple sourit. Alexandre, rouge et confus, tendit son paquet de guimauves aux petites, en prenant soin de se concentrer sur l'observation de ses chaussures. Les 2 petites filles gloussèrent et prirent une guimauve qui fut immédiatement engloutie. Puis elles se décalèrent sur le côté de la queue et se mirent à chanter en scandant des paroles en espagnol
et en se tapant sur les mains. Tantôt elle tapait les deux mains, tantôt la droite, tantôt la gauche, en une petite chorégraphie bien huilée. Je notais qu'elles accéléraient au fur et à mesure pour arriver à un rythme d'une rapidité supersonique qui se terminait par des éclats de rire. Elles se chuchotèrent quelque chose à l'oreille avant de se tourner vers Alexandre. Elles lui firent signe de venir jouer avec elles. Alexandre rougit jusqu'aux oreilles. Elles lui expliquèrent leur jeu compliqué. Je n'avais jamais vu Alexandre aussi concentré et attentif. Je me disais à ce moment qu'il était idiot de s'obstiner à instruire les enfants avec des vieux professeurs, alors qu'ils pouvaient apprendre si facilement des choses complexes du moment qu'elles étaient enseignées par quelqu'un de séduisant du même âge. Alexandre se débrouillait bien, et son accent faisait hurler de rire les petites. Rapidement, il réussit à suivre le rythme effréné de ses nouvelles copines. Voyant que les enfants avaient fait connaissance, les parents, Gabriel et Esmeralda, se présentèrent. Edwin leva son chapeau, articulant un « Buenos dias, encantado », qui les ravit. Esmeralda dit quelque chose en montrant le short du docteur. Celui-ci pâlit soudain. Esmeralda venait de lui dire qu'il ne laissait pas entrer les hommes en short dans la cathédrale. Les femmes, elles aussi, ne pouvaient entrer bras nus ou avec un décolleté. Esmeralda montra au docteur son astuce. Elle avait toujours un grand châle roulé dans son sac à main afin de s'envelopper de la tête aux pieds pour visiter les lieux saints. « Allons bon, me dis-je, en regardant les jambes nues du docteur et d'Alexandre, les choses allaient trop bien. Il fallait que cette histoire de short vienne tout gâcher. » Nous avancions lentement. Edwin et le docteur débattaient de la situation. Cela faisait une bonne heure que nous faisions la queue, et il n'était pas question de lâcher notre place alors que nous approchions du but. Que faire ? Le docteur regarda dans le sac à dos d'Alexandre, mais il n'avait rien qui ressemblait à un châle pour se cacher. Edwin était le seul à pouvoir entrer, car il portait une chemise blanche à manches longues et un pantalon en lin assorti. Le docteur avisa alors un marchand ambulant à quelques mètres. Il avait déposé sur une couverture le bazar habituel. Je vis le docteur qui gesticulait pour lui expliquer la situation, se baissant en caressant ses mollets jusqu'à ses chaussettes, puis montrant ses bras nus. Je trouvais qu'il faisait preuve de beaucoup de pédagogie, et son approche fut payante. Le marchand avait compris. Il hocha la tête et sortit son téléphone de sa poche. Il parla longuement, puis raccrocha et fit un signe au docteur d'attendre. La file avançait, et le temps pressait. Edwin le fit comprendre au docteur par des gestes inquiets de sa canne. Le docteur passa l'information au marchand, qui rappela son contact en criant presque. Alors que la file n'avait presque pas avancé jusque-là, il me semblait maintenant qu'elle avançait très vite, comme pour nous narguer. Au bout d'un moment, nous vîmes un homme chargé d'une sorte de hotte arriver en courant. Il s'arrêta, à bout de souffle, près du marchand qui lui tapa dans le dos. L'homme se mit à sortir de sa hotte, tout un tas de pantalons et de chemises bariolées qu'il déplia par terre. Nous étions très loin de l'ensemble en lin d'Edwin. Les tissus étaient tous très colorés, avec des dessins d'oiseaux, d'animaux ou de fleurs. Je trouvais cela très joli, mais je vis que le docteur semblait un peu hésitant. Alexandre l'avait rejoint. Son visage s'illumina lorsque l'homme sortit un sweatshirt noir avec une tête de mort dessus. Le docteur avait l'air de trouver que c'était une tenue tout à fait appropriée pour un adolescent, et il en fit l'acquisition. Alexandre l'enfila immédiatement, et j'avoue qu'avec ses lunettes, il était assez beau. Côté pantalon, en revanche, l'homme n'avait que des tissus bariolés. Mais le temps pressait, le docteur prit 2 pantalons et régla. Content, le marchand lui offrit un petit éventail en plastique. Il revint vers nous au trot. Il était temps, car nous nous rapprochions dangereusement de l'entrée. Le docteur retira son short. Il se mit à sautiller sur une jambe, en slip, pour enfiler son pantalon. Alexandre, voyant le spectacle, blêmit. Il n'était pas question qu'il se mette en slip, encore moins devant les petites filles. Esmeralda comprit mieux qu'Edwin sa détresse. Elle improvisa une cabine de change en l'entourant de son châle. Nous nous trouvions à moins d'1 mètre de l'entrée. Enfin, tout le monde était à présent convenablement habillé. Je remarquai que le docteur avait fait des émules, car le marchand avait presque liquidé son stock de pantalons, et la moitié des hommes de la queue étaient en slip, occupés à se changer. La pudeur en Espagne est une affaire complexe de lieu. Pour être convenable dans une église, il était toléré d'être à moitié nu dehors. J'étais soulagé de ne pas avoir ce problème de tenue vestimentaire, mais j'aurais dû m'abstenir de cette pensée, car à ce moment précis, je vis un petit panneau collé près de la porte d'entrée, avec un chien barré d'une croix. Allons bon,
Les chiens étaient interdits dans la cathédrale. Edwin et le docteur échangèrent un regard navré. Nous nous apprêtions à faire demi-tour quand un gardien nous héla. Je crus tout d'abord qu'il allait nous engueuler à cause de ma présence dans la queue. Mais, à notre grand étonnement, il nous fit passer devant tous les autres qui attendaient. Il prit Edwin par le bras et le guida pour monter l'escalier, l'incitant à la prudence. Je compris alors que le gardien avait pris Edwin pour un aveugle. J'imagine qu'en voyant une personne âgée, avec des lunettes noires, une canne blanche et un chien, c'était suffisant pour créer l'illusion. Contre toute attente, j'entrai dans la cathédrale. J'étais ravi. Edwin aussi, bien qu'il se sente obligé de jouer un peu la comédie, tâtonnant devant lui avec sa canne. Sans le vouloir, nous étions entrés en fraude une fois de plus.